Je vous propose maintenant qu'on continue avec la prochaine table ronde sur l'essor de la durabilité, la réparabilité comme levier de résilience en Europe. Donc j'appelle nos chers intervenants à me rejoindre. Thierry Libert, Sarah Mathieu, Baptiste Péry-Saint-Faber et Flavien Nevy autour de la prochaine table ronde. Alors merci beaucoup à nos intervenants d'avoir répondu à notre appel. On a un riche débat qui s'annonce. La question, c'est de savoir comment la durabilité s'intègre dans un paysage français et européen, et donc d'aborder ce sujet et savoir est-ce que finalement la durabilité, allonger la durée de vie des produits, c'est un vrai sujet économique dans le fond, on l'a dit social, environnemental aussi. Mais c'est aussi un sujet économique et il peut y avoir la crainte que allonger la durée de vie des produits, ça réduise l'emploi, qu'on vende moins, du coup on fabrique moins, on vend moins, etc. Et que ça soit pénalisant pour la croissance. Croissance qui est même un concept en soi qui aujourd'hui est parfois débattu, sur lequel on peut revenir avec des enjeux qu'on aborde régulièrement dans les débats publics sur la sobriété. Et cette fin de l'abondance qui a même été appelée de ses voeux du président de la République. Donc, à un moment, comment est-ce qu'on continue dans une économie et dans une société en revoyant complètement la manière de consommer, de produire, tout en respectant les modes de vie occidentaux, et comment est-ce qu'on avance, quelle perspective on a positive sur ces sujets, et est-ce que finalement allonger la durée de vie, c'est un frein ou un levier? Alors... Je crois que connaître un peu les tendances des réponses, mais essayons de justifier un petit peu tout ça et d'aller plus loin. Alors tout d'abord, Baptiste Péry-Saint-Faber, je vais vous donner la parole. Vous avez beaucoup suivi ces sujets au ministère et maintenant à l'ADEME. L'ADEME, donc, c'est une organisation publique que vous présenterez mieux que moi, mais qui est très au fait des enjeux environnementaux, qui fait des analyses et qui travaille concrètement sur les propositions et les solutions. Vous avez aussi publié récemment de nombreuses études, et en particulier une sur les scénarios jusqu'en 2050. Donc c'est très intéressant de se projeter et de voir comment les sujets de réparabilité, durabilité s'intègrent dans ces scénarios et en quoi est-ce qu'ils peuvent permettre d'être un enjeu de résilience, de transition écologique ou pas, et dans quelle mesure. On a aussi connu ces derniers temps des cris sur les semi-conducteurs, sur les pénuries de matériaux. Le Covid a beaucoup bousculé le monde économique et a pointé du doigt aussi ses faiblesses, et notamment ses faiblesses à un niveau international, et relancé là encore la question de la consommation, de la sobriété. Donc ce que j'aimerais voir en premier avec vous, déjà, n'hésitez pas à revenir sur le rôle de l'ADEME, peut-être que tout le monde ne connaît pas bien, même si c'est assez connu. Et puis, quels enjeux, à votre avis, que vous maîtrisez, quels sont les enjeux écologiques pour vous? Pourquoi est-ce que c'est important d'agir sur ces sujets? En quoi c'est indispensable, finalement? Quels sont les grands enjeux en France et en Europe sur ces sujets résumés? Parce que ça pourrait être toute la table ronde. Donc j'ai une heure devant moi. C'est ça. Alors, dans quelques mots peut-être sur l'ADEME, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc l'ADEME, c'est une agence publique d'État qui a trois principales missions. Celle d'éclairer le débat public, donc c'est pour ça qu'on publie beaucoup d'études, on fait de la prospective pour essayer de se projeter dans c'est quoi une société neutre en carbone. Deuxième mission qui est d'innover, donc on accompagne financièrement des startups, des entreprises qui mettent sur le marché des nouvelles technologies de la transition écologique, et puis celle de massifier aussi la transition écologique. Et donc quand des technologies sont mûres, là on a des fonds pour les déployer massivement, et donc on accompagne des collectivités et des entreprises pour accélérer la transition écologique. Alors sur les grands enjeux, je pense que dans votre introduction tout à l'heure, Laetitia, vous avez dit le mot clé, c'est systémique. Puisqu'on a des enjeux à la fois climatiques, ceux-là on commence à bien les connaître, des enjeux de ressources, ceux-là ils commencent à se révéler, et notamment je pense que la crise pandémique les a bien mis en avant, et puis des enjeux de biodiversité. Et donc c'est sur ces trois piliers qu'il va falloir travailler, et toutes nos études vise vraiment à avoir cette approche systémique, pour qu'on évite, si on s'intéresse qu'au carbone,
on risque d'avoir des effets de bord sur la biodiversité ou sur des tensions sur les ressources qu'on n'aurait pas vues. Et donc nous, dans nos scénarios de prospective, on essaye à chaque fois de tenir ces trois dimensions. Et typiquement, un de nos résultats clés de notre prospective neutralité carbone en 2050, et ce n'était pas très intuitif à la base, mais finalement la pierre angulaire de l'atteinte de la neutralité carbone, c'est de préserver le vivant. Parce que ce qui fait le bouclage à la fin, c'est la biomasse. Alors la biomasse, c'est quoi, hein? C'est la nature, c'est les sols, c'est la forêt. Puisque la biomasse, on va en avoir besoin pour plein de choses. On va en avoir besoin pour se nourrir, avec de l'alimentation de qualité. On va en avoir besoin pour faire de l'énergie, pour faire des matériaux, pour substituer de nombreux matériaux qui aujourd'hui reposaient sur du fossile. Et puis on va en avoir besoin aussi pour faire des puits de carbone. Et tout le monde en veut de la biomasse, mais à la fin, il faut que tout ça boucle parce que le gisement, il n'est pas infini. Donc voilà, c'est grâce à une approche systémique qu'on arrive à trouver ce type de résultats. Et ensuite, à l'échelle des produits, là, qui intéressent peut-être plus les journées organisées par HOP, vous avez aussi mentionné la statistique clé, hein, c'est qu'on sait qu'une bonne partie de l'impact d'un produit, c'est au moment de sa production. 80% pour certains produits, c'est au moment de sa production. Et on voit bien que là, tout l'enjeu de la durabilité et de prolonger la durée de vie des produits, ça va permettre de réduire l'impact. On a quelques chiffres comme ça, où si tous les Français, par exemple, augmentaient d'1 an la durée de vie de tous leurs équipements électroménagers, alors le frigo, le lave-vaisselle, et puis aussi sur l'électronique, si tout le monde augmentait de 1 an la durée de vie des produits, on arriverait à économiser 27 milliards d'euros. Donc ça, c'est 27 milliards d'euros de pouvoir d'achat qui seraient rendus aux Français. Et on ferait une économie de 6 millions de tonnes de CO2. Donc c'est à peu près 1% de l'empreinte carbone. Empreinte, hein, pas des émissions. Empreinte, donc ça intègre nos importations de CO2. Donc 1% de notre empreinte carbone. Et alors qu'on se dit que ça ne va pas être si difficile que ça d'augmenter d'1 an la durée de vie de nos produits. Et ça a un impact majeur. Voilà, peut-être pour commencer. Oui, mais merci. C'est vrai que c'est un chiffre marquant. Et en même temps, 1 an, ça semble à portée de main, et pour autant, ce n'est pas encore une réalité. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aller de l'avant vers cet allongement de la durée de vie. Et revenons un petit peu, si on se projette justement dans l'avenir, vu que vous avez fait un rapport très intéressant sur les scénarios jusqu'en 2050, qu'est-ce qu'il en ressortait par rapport à cette question de la sobriété, et comment l'allongement de la durée de vie des produits peut y contribuer ? Oui, alors la sobriété, c'était jusqu'à il y a encore quelques mois un gros mot. Donc l'ADEME y travaille depuis des années un peu en sous-marin, je dirais, et on se félicite qu'aujourd'hui, ça y est, la sobriété n'est plus conçue comme, je dirais, un levier un peu idéologique pour atteindre les objectifs environnementaux, mais un vrai levier objectif. Et ça a été repris aussi dans le dernier rapport du GIEC, qui montre que le levier de la sobriété fait partie du faisceau des solutions qu'on va devoir déployer. Et nous, tous nos scénarios de prospective qu'on a publiés cette année proposent en fait un gradient de sobriété différent, allant de la sobriété la plus extrême, un peu forcée, jusqu'à des scénarios où là, non, on ne change pas les modes de vie, on ne fait pas de sobriété et on fait confiance en fait à l'arrivée de technologies qui permettraient de nous sauver, entre guillemets. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, on a fait une évaluation macroéconomique de tous ces scénarios, et on se rend compte que la sobriété n'est pas du tout antinomique avec l'économie. Alors, il y a de nombreuses réflexions aujourd'hui. Il y a une mission qui a été confiée par la Première ministre à Jean Pisani-Ferry pour analyser justement toute cette macroéconomie de la transition. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a des plus et des moins. Les plus, c'est en réduisant en fait notre dépendance aux énergies fossiles, on améliore notre balance commerciale. C'est autant d'argent qui va rester sur le territoire pour être investi potentiellement dans des solutions de recyclage, dans des ateliers de réparation, etc. Donc ça, c'est du plus. Le plus, c'est quand on augmente la durée de vie des produits, je vous ai dit, il y a 27 milliards, 1 an, 27 milliards, autant d'argent qui peut être consommé différemment et qui peut être investi différemment. Et puis tous les investissements en efficacité énergétique, ça aussi, c'est du pouvoir d'achat supplémentaire. Par contre, il y a des moins, ça c'est clair, il y a des industries qui vont disparaître,
il y a des raffineries de pétrole qui vont disparaître. Il y a un tissu de PME qui faisait les pièces pour l'automobile thermique qui vont disparaître. Donc il y a des plus et des moins. Et nous, ce qu'on pense, c'est qu'à la fin, le PIB n'est pas forcément non plus le bon indicateur. C'est ce qu'il faut s'intéresser, c'est plutôt à la qualité de la croissance, à quelles sont les activités qu'on va déployer pour donner aux Français en fait, les possibilités d'avoir un mode de vie sobre. Et en fait, quand on fait la liste de toutes les activités qu'il faut faire, il y a plein de choses à réimplanter en France. Monsieur le maire adjoint parlait aussi de plein de nouvelles activités de réparation à mettre en place sur les territoires. Voilà, tout ça, c'est des nouvelles activités. Et donc, fondamentalement, la sobriété, c'est une réflexion sur nos besoins aussi, et donc une réflexion sur quel type de prospérité, quel type de croissance on veut mettre en avant. Donc à la fin des fins, ce n'est pas qu'une histoire de technologie ou de macroéconomie, c'est quand même un projet de société, et c'est ce type de message qu'on essaie de délivrer à la fin de notre prospective de transition 2050 à l'ADEME. Ouais, merci beaucoup. C'est vrai que c'est une étude passionnante que je vous conseille, comme d'autres études de l'ADEME d'ailleurs. Et justement, si on doit revenir de manière du coup plus concrète, comment est-ce qu'on va vers ce 2050 plus sobre et soutenable? Il y a des outils qui ont été, des leviers qui ont été actionnés déjà par le gouvernement, qui ont été votés par les parlementaires, poussés par l'association HOP pour certains, notamment les indices, le fonds réparation. Est-ce que vous pouvez en dire un mot du coup, pour voilà, qu'on comprenne mieux de quoi on parle et comment est-ce que ça se met en œuvre en France, et éventuellement comment est-ce que vous envisagez aussi l'échelon européen dans tout ça, puisqu'aujourd'hui on travaille beaucoup sur la France avec tout ça, mais aujourd'hui on va élargir ce débat et on ne peut pas s'extraire de l'Europe. Donc voilà, quels sont les outils et comment est-ce que, in fine, l'ADEME travaille aussi un petit peu avec cet échelon européen? Oui, alors les outils, vous les avez mentionnés, et je crois que c'était un constat qui avait été partagé en 2017-2018, au moment de l'élaboration d'une feuille de route de l'économie circulaire, et la secrétaire d'État l'a rappelé aussi, les Français le demandent de l'information sur les produits. Et l'information est vraiment un vecteur de choix aujourd'hui, alors que ce soit l'affichage environnemental sur les produits, on y travaille à l'ADEME, on est pilote des expérimentations sur l'affichage environnemental sur l'alimentaire, sur les équipements électroniques, et puis là c'est l'indice de réparabilité, et puis sur le textile qui a été mentionné aussi ce matin. Et donc pour les équipements électriques et électroniques, cet indice de réparabilité, et moi je voudrais aussi m'associer au remerciement de la secrétaire d'État à l'association HOP, qui a été très très constructive dans cette démarche et qui a vraiment mis les mains dans le cambouis pour aider les producteurs à mettre au point, parce que c'était quand même un défi opérationnel, de mettre au point cet indice de réparabilité et bientôt l'indice de durabilité. Donc il y a vraiment cet enjeu d'information, et puis il y a l'enjeu d'articulation avec le niveau européen, et je pense que ça sera la suite aussi de nos échanges, où on a souhaité, c'était la volonté du gouvernement précédent, être vraiment l'aiguillon européen sur ces sujets. On savait qu'on était à la frontière de la législation européenne, et donc potentiellement même pouvait être dénoncé comme étant illégal ce qu'on faisait, mais on voit que l'indice de réparabilité est en train de faire des émules au niveau européen. Plusieurs pays veulent s'inspirer de cette réglementation. La Commission européenne y est également favorable. Maintenant, il faut qu'on regarde dans le détail ce qui va se passer avec la nouvelle directive sur l'éco-design, sur l'éco-conception des produits. Donc nous, on essaye à chaque fois de bien s'articuler avec le niveau européen, proposer nos méthodologies. Ensuite, il y a des groupes de travail qui s'installent avec les pays pour harmoniser, puisqu'à la fin des fins, le juge de paix, c'est la loi européenne, on a le marché commun. Donc c'est important qu'on soit les aiguillons, mais qu'on soit aussi ensuite rattrapé par le niveau européen pour que tout ça s'harmonise et qu'on ne soit pas obligé de reculer. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne sont pas tout à fait au fait de l'indice de réparabilité, je me permets d'expliquer rapidement. C'est une note sur 10 qu'on va trouver sur les produits en magasin, qui va permettre de comparer, qui permet déjà sur des catégories de produits et qui va continuer sur d'autres à comparer vraiment un produit par rapport à un autre. Plus on approche de 10 et plus le produit est jugé réparable. C'est des critères qui ont été définis par le gouvernement avec des parties prenantes comme HOP. D'ailleurs, je tiens à remercier Ronan Groussier de l'association
l'association HOP qui travaille beaucoup sur les groupes de travail. Et donc on propose des critères qui sont ensuite validés par l'État et que les fabricants doivent remplir de manière obligatoire pour pouvoir informer le consommateur. Donc ça, c'est une première chose qui a déjà été mise en place, qui se développe, et puis qui va s'étendre à l'indice durabilité en 2024, sur lequel on travaille aussi de manière acharnée, pour qu'il soit assez ambitieux, sans compter le fonds réparation, qui va être une aide vraiment très opérationnelle pour tout à chacun, de baisser sa facture de réparation chez des réparateurs labellisés Quali-Répar, gérés par les éco-organismes. Donc ce sont de bonnes nouvelles. Et du coup, merci beaucoup Baptiste. Je me tourne maintenant vers Sarah Mathieu, députée européenne, qui justement voit cet indice s'intéresser au niveau de la Belgique. Donc la Belgique a fait savoir qu'ils aimeraient reprendre cet indice français pour le faire appliquer en Belgique. Et en même temps, vous êtes députée européenne, belge certes, mais pour toute l'Europe. Et donc, c'est intéressant de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut agir au niveau de chaque pays ou est-ce qu'il faut un indice vraiment européen? Et voilà, je tiens vraiment à vous remercier d'être avec nous pour élargir ce débat européen. Et puis, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec toute une équipe. David Cormand aussi, très investi. Et donc, je vous remercie infiniment de vous engager vraiment de manière volontaire sur ces sujets. Alors, l'indice déjà belge, est-ce que c'est une bonne nouvelle du coup? Peut-être... Juste merci pour l'invitation. Je pense que c'est assez important aussi d'avoir un point de vue européen sur tout cela. Et oui, je suis très heureuse que la Belgique maintenant suive l'exemple français en développement d'un indice de réparabilité. Et c'est vraiment les Verts qui ont introduit ça. Et c'est en train d'être approuvé par notre gouvernement fédéral et dans les mois à venir, ça sera soumis aussi au Parlement pour une approbation finale. En même temps, nous sommes conscients du fait que l'indice français peut encore être amélioré. C'est clair. Néanmoins, nous avons pris la décision de copier vraiment le cadre général de l'indice français à quelques différences près. Par exemple, les catégories de produits ne sont pas exactement les mêmes. Par exemple, nous allons étendre l'indice au vélo. Vu le nombre croissant de vélos électriques non réparables et de mauvaise qualité ces derniers temps. Et nous obligeons également les fabricants de laptops et de tablettes à indiquer la durée de soutien au logiciel. Et le projet de loi nous permet également d'obliger les fabricants à indiquer la durée de vie d'un appareil. Et plus loin encore, il nous permettra de fixer des normes minimales en matière de réparabilité et d'espérance de vie. Mais bon, ce type de mesure est politiquement plus difficile à réaliser, donc ça ne va pas entrer en vigueur immédiatement. Ça, c'est plutôt un projet à plus long terme. Mais bon, en tout cas, nous avons, comme j'ai dit, copié le cadre français parce que nous voulons vraiment éviter vraiment de différents systèmes partout dans l'Europe. Ce qui compte pour nous, c'est vraiment augmenter notre impact global et donc d'avoir un indice fort et ambitieux à l'échelle européenne. Et c'est pourquoi je pense qu'il nous faut une coalition vraiment des États membres qui s'alignent sur cette question. Et je pense notamment à l'Espagne, à l'Allemagne et les Pays-Bas aussi, qui travaille sur un indice et la Commission européenne travaille également sur un indice. Et cela dit, c'est encore très tôt dans ce processus, mais il y a aussi des problèmes. Honnêtement, pourquoi? Parce que je dois faire vraiment le lien avec les directives européennes sur l'éco-conception et l'étiquetage énergétique. Donc, ces directives sont très importantes aujourd'hui déjà. Vous les connaissez tous, je pense. Ces lois sont vraiment responsables
pour une réduction énorme de la consommation d'énergie des appareils et ont aussi créé cet étiquetage énergétique sur tous vos frigos, par exemple. Ils ont réalisé un quart des réductions des émissions climatiques de l'Union pour 2020 et près de la moitié des économies d'énergie pour 2020. C'est vraiment énorme, je trouve. Et donc, ça marche comment? L'Union crée toutes sortes de normes minimales pour plein de catégories de produits spécifiques. Et il se trouve qu'en moment même, donc aujourd'hui, la Commission finalise vraiment des actes spécifiques pour les portables, pour les laptops et pour les tablettes. Et les actes ne portent pas seulement sur l'efficacité énergétique, mais aussi sur la durabilité et la réparabilité. Et donc, maintenant, ces actes améliorent pas mal de choses, mais il y a aussi des gros problèmes. Notamment, la Commission ne veut pas inclure le prix des pièces de réchange comme critère dans l'indice de la réparabilité proposé pour ces appareils. Et donc, comme tout expert en réparation présent dans la salle peut-être peut le confirmer, c'est un élément absolument essentiel parce que sans ça, l'indice européen sera vraiment handicapé. Et en plus, cela crée un mauvais précédent, je trouve, pour les autres catégories de produits qui doivent venir. Et donc, c'est pourquoi je pense qu'une coalition d'États membres devrait faire vraiment pression sur la Commission et peut-être créer un fait accompli dans ces pays avec des indices au niveau national. Ça peut être une bonne idée. Super, merci beaucoup. Donc déjà, on retient que la Belgique travaillera aussi sur les vélos et intégrera des nouveaux critères à l'indice tout en gardant le cadre massivement le même, mais avec quelques améliorations. Donc je pense que les décideurs français dans la pièce entendent le message et sont déjà certainement au courant et pourront... Après, nous, on pourra copier vos avancées et on arrivera ensemble comme ça à un super niveau d'exigence. Donc c'est une excellente nouvelle. Vous avez indiqué aussi que le prix était absent du Repair Score à venir au niveau européen, ce qui pose en effet problème. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, pour ceux qui connaissent mal le fonctionnement du Parlement européen, c'est-à-dire certainement la majorité de la salle, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous, en tant que parlementaire, vous pouvez appuyer? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que les décisions se prennent toutes par la Commission? Quels ont été donc les engagements? Vous les avez déjà un peu indiqués, mais maintenant, quels sont les processus? Comment est-ce qu'on va arriver vraiment à échanger avec les citoyens, que vous représentez en tant que parlementaire, pour arriver à quelque chose d'ambitieux? C'est quoi les prochaines étapes et le calendrier? Donc pour ça, je dois vraiment vous expliquer l'importance de la nouvelle législation sur l'éco-conception et à mon avis, ça va vraiment changer tout. Et donc le contexte, c'est évidemment le Green Deal et son plan d'action sur l'économie circulaire. Et donc l'idée est d'étendre la directive sur l'éco-conception existante au-delà des produits liés à l'énergie pour vraiment englober littéralement tous les produits à quelques exceptions. Et donc cette nouvelle législation, elles peuvent introduire également des normes sur la circularité, et c'est-à-dire des normes liées aux performances des produits, mais aussi en matière d'information, par exemple. Et ça veut dire que pour chaque catégorie de produits, nous verrons des normes en matière de durabilité, de fiabilité, de réutilisation, réparation, refurbishment ou remanufacturing, mais aussi vraiment des critères comme l'empreinte carbone et le contenu recyclé. Et donc,
ça sera vraiment révolutionnaire. Les modèles économiques circulaires ne seront plus désavantagés comme c'est le cas aujourd'hui. Et je trouve que c'est super important d'utiliser le bâton via les normes et pas seulement la carotte, par exemple en subsidiant vraiment des activités circulaires. Il y a des autres trucs intéressants là-dedans. La loi introduit aussi un passeport numérique pour tous les produits pertinents. Donc, ça va marcher avec un support électronique comme un code QR, par exemple. Et ce passeport fournira des infos sur l'origine, sur la composition, les possibilités de réparation, de désassemblage ou encore comment recycler vraiment les différents composants du produit. Et essentiellement, ça peut vraiment augmenter la transparence, la traçabilité et la cohérence pour toutes les personnes concernées, donc les consommateurs, oui, mais aussi les entreprises, tout au long de la chaîne de valeur circulaire. Et ensuite, la loi fixera également des critères obligatoires pour les marchés publics verts. Et finalement, elle crée aussi un cadre pour empêcher la destruction des invendus. Je vous rappelle de quelques exemples, comme les tonnes de vêtements issus du fast fashion sont vraiment brûlés dans des incinérateurs. Et tous ces produits aussi que les gens renvoient aux plateformes de vente en ligne et qui sont ensuite détruits. Donc la loi à ce sujet, ça reste encore un peu faible à mon point de vue. Mais au Parlement, bien sûr, nous allons renforcer tout ça pour inviter que ce soit encore possible de brûler tous ces invendus. Et donc, comment ça marche? Des nombres d'actes délégués sont construits par la Commission. C'est vraiment énorme. Donc, nous verrons 18 actes entre 2024 et 2027, pour vous donner une idée. Et de nombreux autres vont suivre. Et cela veut dire que certains types de produits auront des normes plus tôt, bien sûr, que des autres. Mais nous allons demander à la Commission de vraiment se concentrer d'abord sur un certain nombre de secteurs prioritaires. Et donc, bien sûr, les secteurs avec un impact fort, comme l'informatique, le textile, les meubles, les produits comme l'acier, le ciment, les produits chimiques. Et voilà, la proposition est sortie cette année, donc nous sommes en train de négocier les amendements maintenant au sein du Parlement à partir de janvier. Et mon rôle, par exemple, dans tout cela, c'est vraiment de négocier au nom des Verts au sein de la comité sur l'environnement qui prend vraiment le lead dans le Parlement sur ce dossier. Et les États membres font la même chose, bien sûr. Et après, nous entamons vraiment des négociations entre le Parlement et les États membres pour conclure dans cette législature. Donc, ça va être 2024. Et c'est à ce moment-là que la Commission vraiment développera les normes plus détaillées pour chaque catégorie de produits. Mais il prépare bien sûr déjà des actes maintenant pour vite démarrer après. Et tout ça veut dire que les entreprises n'ont pas plus beaucoup de temps pour anticiper. Donc mon message est vraiment très clair à cette entreprise. N'attendez pas plus longtemps à revoir tous les business models. C'est vraiment le moment pour le faire.
Merci beaucoup. C'est vrai que c'est à la fois long et court. Ça dépend pour qui, de quel point de vue on se place. Pour les entreprises, il y a un vrai travail qui, du coup, doit être anticipé. Et en même temps, pour les consommateurs, ça peut paraître loin aussi de voir ça dans sa vie quotidienne. Ce fameux passeport numérique, mais des idées intéressantes et qui ont été actées, donc qu'on devrait voir bientôt et qui, selon donc, Sarah Mathieu, sont révolutionnaires. Alors, Thierry Libert, on suit ces sujets ensemble depuis le début. Tu as suivi toute l'évolution sur l'obsolescence programmée, sujet que tu as porté très tôt, dès 2013 notamment. Est-ce que, avant de revenir sur ces idées et ces propositions de l'Union européenne, de la France et ton retour, est-ce que déjà dans l'évolution du sujet de l'obsolescence programmée, à la fois du sujet que nous suivons ensemble depuis longtemps, mais aussi de son contexte économique, social, que nous avons tous constaté depuis 2013, est-ce que tu penses qu'on a passé un cap, qu'il s'est passé quelque chose, ou est-ce qu'on est dans les mêmes débats, les mêmes enjeux, les mêmes problématiques qu'il y a 7 ans? Oui, merci. Alors, je n'irai pas à dire que c'est maintenant révolutionnaire, mais clairement, on a franchi un cap important. Tu as raison de le rappeler. On a commencé à travailler, il va y avoir 10 ans l'année prochaine. Quand on voit le chemin parcouru, c'est assez extraordinaire quand même. Je me souviens des premières réunions que j'avais eues avec la Commission européenne à l'époque. C'était quasiment une fin de non-recevoir. Enfin, il y a une difficulté avec l'Union européenne, notamment à la Commission, c'est qu'un sujet comme la durabilité des produits, c'est un sujet qui est vraiment transversal, alors que la Commission européenne fonctionne encore beaucoup en silo. C'est-à-dire, il y a la direction marché intérieur, il y a la direction environnement, la direction juste sur les problématiques de consommation. Et si on est sur des sujets comme le nôtre, c'est assez compliqué de mettre tout le monde autour de la table et d'avoir un vrai leadership. Mais il ne faut pas bouder notre plaisir. La route, elle a été longue, mais elle est plutôt très encourageante. Juste un point sans faire d'histoire de l'Union européenne, mais il faut le rappeler. L'Union européenne, elle est née dans les années 50 sur le charbon, l'acier et l'atome. La première fois où on a parlé de problématiques de consommation dans l'Union européenne, c'est en 1975. C'est seulement en 89 qu'il y a un département qui a été en charge de la consommation dans l'Union européenne. Sur l'environnement, c'est seulement l'acte unique en 1986 qui a fait que la protection de l'environnement est devenue une prérogative. Et en fait, ça s'est concrétisé seulement en 92, il y a 30 ans, là, cette année, avec le traité de Maastricht. Donc, clairement, il y a un chemin qu'on a franchi. Et hier, on a eu, justement, au Comité économique et social européen, la journée européenne des consommateurs. Il y avait Madame Biljana Borsan, socialiste croate, qui est rapporteur sur le sujet faire du consommateur un levier de la transition écologique. On a parlé essentiellement de problématiques environnementales, de durabilité, de réparabilité, alors que les sujets de pouvoir d'achat, ils sont également considérables en Europe. Donc oui, on a franchi un cap. Je voudrais rappeler, si je peux me permettre, parce que j'en suis le représentant, le rôle du Comité économique et social européen, qui est l'organe consultatif auprès de la Commission européenne et des institutions, qui, dès 1991, a créé la catégorie consommateurs et environnement, justement dans l'idée de faire dialoguer ensemble les ONG environnementales et les associations de consommateurs en Europe. Et c'est ce comité qui a émis le premier texte européen, ça n'existait pas avant, en octobre 2013, justement sur la lutte contre l'obsolescence programmée. Donc oui, clairement, il y a un cap qui est franchi, et dans les éléments peut-être un peu symbolique, il y a celui que vous citiez, c'est le gros paquet de textes qui est sorti le 30 mars dernier, 30 mars 2022. Et là, c'est super intéressant, je vais dire pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a clairement un emboîtage cohérent, c'est-à-dire on n'a pas un one-shot, un texte un peu ponctuel. C'est, comme vous l'aviez rappelé, c'était annoncé dès décembre 2019 dans le Green Deal, c'était annoncé dans le plan Action économie circulaire de mars 2020, c'était annoncé en novembre 2020 dans l'agenda européen du consommateur. Donc clairement, il y a une dynamique, enfin, on sent que maintenant la machine elle est lancée.
Et puis, deuxième élément super positif, c'est le fait qu'on n'a pas un texte un peu précis, parcellaire, qui serait déconnecté des autres. On a un ensemble de 6 textes avec un projet de règlement, un plan de travail, une proposition de directive, un projet de règlement, justement sur l'éco-conception, des textes qui concernent des fois des choses très ponctuelles, précises, thématiques, comme le textile ou les produits de construction. Mais en tout cas, ça y est, c'est fait. De manière très concrète, moi j'ai travaillé comme rapporteur sur un texte qui est Empowering Consumer in the Green Transition, faire du consommateur un levier de la transition écologique, avec l'idée que la Commission européenne reconnaissait 68% des consommateurs en Europe disent « je prends en compte l'impact environnemental des produits quand je fais mes courses », 68%. Et 61%, c'est-à-dire quand même pas très loin, des consommateurs disent ouais, mais dans les faits, je ne sais pas très bien comment faire. C'est-à-dire presque une attente assez forte, mais je suis un peu désarçonné. Et donc la Commission a dit jouons justement sur le levier d'une information aux consommateurs, avec 2 axes. Le premier, c'est une information sur le lieu de vente, et c'est ce qu'on a dit, indice de durabilité, indice de réparabilité. Alors dans les faits, le texte est ambigu, enfin, on n'est pas sur indice. On est sur soit un indice, soit une information sur la réparabilité. Information sur disponibilité des pièces détachées, sur manuel de réparation, mais on est sur une directive, donc ça donne aux États une liberté de transposition. Et puis deuxièmement, et ça c'est super intéressant parce qu'on ne l'avait pas vu venir de cette manière-là, et c'est la première fois que ça se passe, c'est le lien entre lutte contre l'obsolescence programmée et lien avec la publicité. Et ça, c'est vraiment, je ne vais pas dire c'est historique, mais le lien sur durabilité des produits et puis publicité, lutte contre le greenwashing, c'est nouveau. Avec la même idée, en fait, qui est derrière, se dire pour que le consommateur soit vraiment informé, la publicité ne doit pas lui raconter n'importe quoi. Et donc, il y a, dans cette proposition de directive, une lutte assez claire sur les allégations environnementales trompeuses. Donc, point important, et puis je terminerai peut-être par ce point-là, c'est essayer de mettre un peu d'ordre dans les labels, parce que voilà, il y a plus de 460 labels environnementaux en Europe, dont une grande partie n'ont aucune justification, sont autoproclamés, purement privés. Donc pour que le consommateur s'y retrouve, voilà, l'idée c'est de mettre un peu d'ordre là-dedans. Sur l'ensemble des textes, donc moi j'ai travaillé avec Samuel Sauvage, ex-président de HOP, et en fait ce qu'on disait par rapport à ces textes, c'est ok, d'accord pour donner davantage d'informations aux consommateurs, mais la Commission européenne doit aussi prendre ses responsabilités et dire qu'il ne suffit pas d'informer le consommateur pour dire que le produit il n'est pas durable ou qu'il n'est pas réparable, etc., qu'il y a un certain nombre de produits qui n'ont pas leur place sur le marché européen. Et qu'un produit qui est vraiment conçu pour n'être ni réparable ni durable, en fait, il doit simplement être interdit sur le marché européen. La méga bonne nouvelle, comme on suit ce sujet avec Laetitia depuis pas mal d'années, des fois on peut se réjouir quand il y a des bonnes nouvelles, c'est que le texte qu'on a proposé en session plénière au mois de juillet de cette année a été voté à l'unanimité. L'unanimité, c'est rarissime. Voilà. Alors, ça veut dire une chose concrète, c'est que toutes les associations de consommateurs, toutes les ONG environnementales, les organisations syndicales ont vu leur intérêt, mais ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est que toutes les entreprises européennes, les grandes entreprises, et vous savez que les lobbies d'entreprises, ils sont parfois assez virulents auprès des institutions européennes, mais les entreprises européennes, PME, grandes entreprises, ont dit ok, ça nous intéresse, avec l'idée en fait derrière ça, c'est de dire notamment sur les allégations environnementales trompeuses, en fait, si on lutte fortement contre le greenwashing, ça nous protège un peu, ça met à l'abri les entreprises qui ont déjà pris un chemin un peu vertueux contre des entreprises qui raconteraient n'importe quoi. Donc on sent vraiment qu'on a franchi une étape, qu'en tout cas les entreprises ont compris qu'elles avaient aussi intérêt à s'ouvrir sur un sujet comme celui-là. Voilà, donc il n'y a pas toujours des bonnes nouvelles, en voilà une, il ne faut pas se priver.
Merci beaucoup. Donc là, j'ai l'impression qu'on va de bonnes nouvelles en bonnes nouvelles, tant mieux. Et en même temps, ce texte, tu le dis, de la Commission européenne, ces engagements, quand on regarde dans le détail, quand on gratte un peu, au-delà des bons engagements, c'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on aimerait, ou ça, une belle idée, comme j'ai dit tout à l'heure, peut parfois être dévoyée et du coup devenir presque du greenwashing. Donc, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les consommateurs vont être assez protégés grâce à tous ces engagements, ou est-ce qu'on en prend la direction, ou est-ce qu'il faut quand même mettre des points de vigilance pour qu'on arrive à quelque chose de vraiment pertinent, révolutionnaire, et que ça atteigne les promesses qui sont derrière? Non, je crois que notre rôle, c'est de toujours dire que dans tous les cas, ça ne suffit pas et qu'il en faut toujours davantage. Donc, certes, on reconnaît qu'il y a un travail fantastique qui a été fait. Enfin, il y a vraiment une prise. On a franchi un cap. On a franchi un cap au niveau européen. Moi, je vois un sujet comme la lutte contre le greenwashing. La lutte contre le greenwashing, elle est donc là, on démarre, mais elle est totalement insuffisante. Dans la proposition de directive, donc la proposition de directive, si on veut être concret, elle modifie 2 anciennes directives, celle de 2005 sur les pratiques commerciales déloyales et celle de 2011 sur le droit des consommateurs. Il y a reconnaissance de la problématique du greenwashing, c'est nouveau, mais on y va, à mon sens, trop doucement par rapport aux enjeux de la lutte contre le dérèglement climatique. Concrètement, ce que dit la Commission, c'est une entreprise ne peut pas se prévaloir dans sa publicité d'un avantage environnemental à partir du moment où celui-ci serait la norme du secteur, ou a fortiori si ce serait une obligation légale. Là-dessus, je crois qu'on est tous d'accord et que dans les cas de greenwashing, c'est 1 à 2%. Le gros problème du greenwashing, c'est la proportionnalité, c'est-à-dire de communiquer massivement sur un point un peu de détail pour dissimuler l'ensemble d'un impact environnemental. On voit fleurir en permanence depuis plusieurs mois des allégations de neutralité carbone totalement injustifiées. Donc ce qu'on dit, c'est voilà, il faut peut-être mettre la barre un peu plus haut. Donc on reconnaît que il y a la prise en compte du sujet, mais il faut aller clairement plus loin si on veut que ce soit efficace. Avec cette idée, comme j'ai dit, c'est d'abord que l'ensemble du comité a reconnu que voilà, c'est dans cette direction-là, que les contacts qu'on a eus donc chez les Verts, clairement avec Denis Cormand, avec Madame Borsan, avec Renews et Sandro Gozzi qui travaillent dessus, qui est shadow rapporteur, clairement on a une écoute qui est assez forte et la commission, lorsqu'on l'a rencontrée, clairement elle est à l'écoute et enfin on va voir ce qui va sortir. Il y a encore plusieurs mois de travail. Le rendez-vous c'est plutôt maintenant mai-juin 2023, avec l'idée que la proposition de directive, ensuite, il y a 18 mois pour la transposition, plus 6 mois pour la mise en œuvre. Donc il y a encore un peu de temps, mais voilà, on est sur une bonne direction. Très bien. Donc tu penses qu'on arrivera à atteindre les objectifs écologiques, la transition écologique. On a réussi, grâce à ces textes, à brosser l'ensemble des enjeux, à la fois de publicité, comme tu le disais, numérique. Par exemple, sur le sujet de la publicité, c'est un sujet qui, avant le mois de juillet dernier, n'avait pas jamais été traité. Notre comité, on a voté un avis sur le rôle de la publicité. Clairement, c'est comment est-ce qu'on peut aboutir à la sobriété à partir du moment où chacun d'entre vous recevez, selon la manière dont on définit ce que c'est qu'une publicité, vous recevez individuellement entre 400 et 3000 messages de publicité chaque jour. Et ces messages de publicité vous disent qu'en fait, il faut consommer. Les 2 mots qui reviennent le plus dans les publicités, on avait étudié ça, c'est le mot plaisir et le mot bonheur. Le plaisir dans la consommation, le bonheur dans la consommation. Donc comment est-ce qu'on veut vraiment réussir cette idée d'une trajectoire de sobriété si on ne s'attaque pas à nos imaginaires ? Des messages de sensibilisation à l'écologie, au développement durable, à vos comportements, aux éco-gestes, etc. On en reçoit en moyenne 3, 4, maximum 5 par jour. Des messages de pub, ça va jusqu'à 3000. Donc il faut vraiment s'attaquer à ce sujet des imaginaires. La Convention citoyenne sur le climat, moi j'avais été auditionné, c'était juste extraordinaire. 150 personnes qui ne se connaissaient pas, qui ne s'étaient jamais vues avant, dès la 2e session, c'est-à-dire en fait dès la première, parce que la première c'était on apprend les méthodes de travail, on apprend à se connaître, c'est-à-dire dès qu'on entre dans le sujet, les gens disent, et ça personne ne l'avait vu venir, si on veut lutter contre le dérèglement climatique, on est obligé de s'attaquer au rôle de la publicité. Et voilà. Et ça, c'est aussi une chose nouvelle, il faut en prendre en compte. En Europe, ça bouge encore un peu assez lentement.
Du côté des ONG environnementales, on a quand même été assez déçus par la prise en compte des préconisations de la Convention citoyenne et leur traduction dans la loi climat, résilience et puis dans les décrets d'application. Mais c'est un sujet qu'il faudra continuer à travailler parce que le rôle des imaginaires, en lien avec la lutte contre l'obsolescence programmée, la durabilité des produits, c'est un sujet central. Donc je crois qu'une première étape dans le combat pour la durabilité des produits, c'est s'attaquer aussi à nos imaginaires. Tout à fait. C'est vrai que c'est ce qu'on appelle l'obsolescence culturelle, qui fait aussi partie des combats de l'association HOP et qui bouge sûrement trop lentement encore. Alors Flavien Neuvy, maintenant je vais me tourner vers vous. Vous êtes directeur de l'observatoire CTLM et du coup vous êtes au plus proche un peu de manière au moins statistique et avec du recul, mais des consommateurs, de leur motivation, dans leur mode de consommation quotidien. Et donc, on parle beaucoup ici de comment protéger les consommateurs, l'environnement, avec des normes notamment, et en même temps des désirs parfois contradictoires qui sont bien étayés par la publicité. Vous, quelles sont vos observations, du coup, dans le cadre de ces études de l'Observatoire, sur les motivations profondes des consommateurs français, européens, sur ces sujets-là ? Bien, bonjour à toutes et tous. Alors, à l'Observatoire CTLM, ça fait 40 ans que cette structure d'études et de veille économique existe. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de comprendre le citoyen consommateur dans plein de domaines, la consommation d'une façon générale, la mobilité. Et pour ça, on interroge chaque année des dizaines et des dizaines de milliers de personnes dans le monde, puisqu'on est présent dans 20 pays. Et on fait des entretiens on fait du quantitatif, du qualitatif. Et à partir de ce que nous disent les personnes que l'on interroge, on essaye de comprendre, de décrypter, puis on essaye aussi un petit peu d'anticiper, même si c'est de plus en plus difficile de faire de la prospective, parce que le monde bouge tellement vite que c'est plus compliqué. Moi, ce qui me frappe beaucoup sur ces dernières années, c'est la vitesse avec laquelle les choses évoluent. En 2013, on avait fait une étude européenne qui s'appelait « Le consommateur européen en mode alternatif ». Alors, mode alternatif, à l'époque, on ne parlait pas encore d'économie circulaire, d'économie collaborative. Et on avait trouvé ce titre parce qu'en fait, c'était une consommation alternative au modèle traditionnel. Et ce que montrait l'étude, vous pouvez la retrouver sur le site de l'Observatoire CTLM, tout est gratuit sur le site, vous téléchargez les études en 2 secondes. On voulait montrer en fait que le consommateur européen était en train de prendre de nouveaux chemins de consommation qui n'étaient plus les chemins traditionnels, et notamment sur le marché du neuf. On montrait la montée en puissance du marché de l'occasion, par exemple. Et à l'époque, ce qui est rigolo, nous, quand on fait nos études, on les présente à la presse, on les présente à différentes personnes. Et ce qui était très rigolo, enfin rigolo, ça ne m'avait pas fait rire à l'époque, mais c'est que cette étude avait eu très peu d'écho en fait. C'était en 2013. Parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup. Alors j'ai compris que vous travaillez ensemble depuis 10 ans, mais vous vous rappeliez que ce n'était pas si facile que ça à l'époque, la Commission européenne, mais c'est un sujet dont on parlait très peu en fait à l'époque. Et en Europe, quand on présentait l'étude dans certains pays européens, en France, on a eu un petit peu d'écho, pas beaucoup, mais un peu, mais dans certains pays européens, pas du tout. Mais quand je dis pas du tout, c'est que les journalistes de certains pays me disaient « mais cette étude, de quoi vous nous parlez, ça n'existe pas dans notre pays ». Et au fond, en moins de 10 ans, on a vu les choses beaucoup évoluer, les lignes beaucoup bouger, et ce qui paraissait complètement anecdotique, secondaire, inintéressant il y a 10 ans, devient aujourd'hui un sujet de préoccupation majeur, au cœur du débat public, au cœur des changements réglementaires. Et cette vitesse, moi, m'a surpris, en fait, pour tout vous dire. Je ne m'attendais pas à ça. Même si, à l'époque, quand on avait fait l'étude, on avait montré qu'il y avait un potentiel de développement important, je ne pensais pas que ça irait si vite. Je vais citer un exemple pour illustrer mon propos qui m'a frappé, alors qui se traduit dans la durabilité. Ça a été évoqué tout à l'heure sur le secteur du textile. Quand on a fait des études sur le e-commerce, on voyait bien que le marché de l'occasion avait un potentiel de croissance significatif, mais très sincèrement, il y avait bien un secteur sur lequel j'étais convaincu, et l'équipe avec laquelle je travaille, nous étions convaincus que le potentiel de développement de la seconde main était très très limité, voire nul, c'est le marché du textile. Personne, il y a 10 ou 15 ans, n'imaginait que d'autres citoyens allaient accepter d'acheter des vêtements qui avaient été portés par d'autres. C'était complètement inimaginable. Moi, on s'était posé la question, on dit, mais ça ne marchera jamais. C'était pas possible, en fait. Quand on voit aujourd'hui le succès de certaines plateformes, c'est tout à fait considérable. Donc ça, c'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres comme ça.
Un autre élément qui me frappe beaucoup dans les études que l'on fait, c'est que cette prise de conscience ou cette volonté de mieux consommer, vraiment, elle progresse très fortement, on va dire dans toutes les catégories de population, même si on constate quand même, quand on regarde les résultats par tranche d'âge, qu'on a 2 catégories de population qui se distinguent. On va dire les moins de 35 ans, et même si on met un peu en tension, les moins de 25 ans, qui sont ultra sensibles à ça, et les plus de 65 ans. Alors, les moins de 25 ans, c'est il faut sauver la planète dans laquelle on va vivre, et les plus de 65 ans, c'est plutôt quel monde on va laisser à nos enfants et nos petits-enfants. Bon, ça ne veut pas dire qu'entre 35 et 60 ans, on s'en fiche complètement, mais c'est vrai que quand on met en tension cette volonté de mieux consommer, cette volonté de faire plus attention à l'impact environnemental de sa consommation, elle est plus forte sur ces catégories d'âge. Et on le voit, c'est très net, un peu partout en Europe. D'ailleurs, c'est un phénomène qui est général. Donc cette montée en puissance de la volonté de bien consommer ou de mieux consommer, elle est générale, elle s'accélère. Et évidemment, et cela a été dit, pour mieux consommer, les consommateurs européens, et pas qu'européens d'ailleurs, dans le monde entier, ont besoin d'avoir des clés de lecture, des grilles de lecture, des éléments objectifs auxquels ils peuvent faire confiance et qui leur permettent de faire un choix le plus éclairé possible. Donc très clairement, quand on parle d'indice de réparabilité, de durabilité, on est clairement dedans. Il faut que ce soit simple à comprendre, que ce soit rapide et que ce soit fiable, c'est-à-dire que les consommateurs puissent avoir confiance dans les informations dont ils disposent. Très souvent, il ne faut pas que je dise ça, c'est un peu excessif, mais malheureusement, il peut arriver que effectivement, l'information qui est donnée ne soit pas complètement fiable. Si on parle de l'origine, par exemple, de certaines matières premières, si on prend de l'ameublement, prenons un exemple, l'ameublement, quand on vous dit que le bois qui compose ce meuble arrive de tel endroit, pour le consommateur, c'est très difficile de savoir si c'est vrai ou pas. Donc là, très clairement, la réglementation, les contrôles qui sont effectués sont hyper importants parce que de plus en plus, ces éléments-là de traçabilité et d'information sont pris en compte par les consommateurs. Donc il faut qu'ils soient loyaux et sincères. Et ça, c'est le rôle effectivement des pouvoirs publics de contrôler tout ça. Donc le premier élément, c'est les lignes bougent très vite et ce sont des éléments qui sont de plus en plus pris en compte par les consommateurs. Le deuxième élément, moi, qui me frappe aussi, alors ça, c'est une étude qu'on a réalisée il n'y a pas longtemps, qu'on avait appelée les consommateurs européens en mode activiste. En fait, les consommateurs deviennent des activistes de la consommation. Pour la faire courte, pardon, je schématise, je résume un peu, mais on n'a pas non plus 4 heures pour en parler, même si ce sont des sujets passionnants. Il y a beaucoup de consommateurs qui sont ultra sensibles à ces sujets-là, qui font très attention à leur façon de consommer, à l'impact environnemental de leur consommation, mais qui se disent, parce que ce sont souvent des gens qui sont donc très impliqués, qui se disent qu'eux seuls, ça ne suffit pas. Et que donc, il faut qu'ils aillent se mêler de ce que font les autres. Donc, ça se joue quelquefois dans des cercles très restreints. Le cercle familial, par exemple. Vous pouvez avoir, et moi ça m'est arrivé, alors j'ai 3 enfants, mes enfants qui m'interpellent sur telle ou telle pratique. On dit, mais papa, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous ne faites pas ça? Au travail. Aujourd'hui, quand vous êtes dans un bureau, si vous prenez un café dans un gobelet en carton, vous avez le collègue de vos bureaux qui vous disent, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Tu n'as pas encore ton mec. Donc cet activisme-là, il devient très important dans la société et il va même au-delà, puisqu'on va même essayer de convaincre de mieux consommer des gens qu'on ne connaît pas, qui ne font pas partie du cercle de travail ou familial. Donc on a un consommateur qui fait plus attention à sa consommation et qui va s'intéresser plus aux autres, plus à ce que font les autres. Donc c'est une tendance que l'on constate là aussi un peu partout en Europe. Deuxième point, et après j'aurai un troisième point qui sera un peu plus court, mais un deuxième point qui est très important, c'est que cette volonté de mieux consommer, de consommer plus responsable, elle a une force de rappel qui est très puissante, surtout par les temps qui courent, qui est la dimension économique. Si vous avez 2 carafes d'eau ici, là, vous avez celle-là et puis vous avez celle-là. Donc celle-là, elle est fabriquée en France dans des conditions tout à fait responsables, conditions sociales, environnementales très fiables. Et puis vous avez celle-là qui vient de l'autre bout du monde, vous ne savez pas trop comment c'est fabriqué, c'est peut-être des enfants qui l'ont fabriqué. Bon, voilà, vous êtes consommateur. Spontanément, si on met un échantillon de consommateurs face à ces 2 carafes et qu'on leur donne juste ces informations, une fabriquée en France ou en Europe et puis une autre fabriquée à l'autre bout du monde, laquelle vous pensez acheter, tout le monde va dire celle-là. Parce que c'est bon pour l'emploi, c'est bon pour l'environnement, empreinte carbone moins élevée, etc. Et puis après, il y a le prix. Si celle-là a un coût supérieur de 10%, il n'y a plus personne pour l'acheter. On l'a constaté de façon empirique, quand il y a un surcoût à l'achat
un prix plus élevé de 10%, il n'y a plus personne pour acheter. Jusqu'à 10%, on trouve des consommateurs. Évidemment, plus l'écart de prix se réduit, plus il y a de gens qui sont prêts à franchir le pas. Évidemment aussi, les catégories sociales qui ont les revenus les moins élevés n'ont pas la possibilité de payer plus cher. Donc très clairement, le prix deviendra le critère numéro 1. Donc il y a cet arbitrage permanent entre je veux mieux consommer, mais quelle est ma capacité financière dont je dispose ou que je veux mettre sur la table pour mieux consommer. Donc cet arbitrage, il est permanent. Il est évident que quand nous sommes dans une période de pouvoir d'achat sous grande tension, comme c'est le cas actuellement, cette dimension économique prend une part très importante. Vous l'avez certainement vu. Si on prend l'exemple de l'alimentaire, les produits bio souffrent beaucoup, les produits frais. Voilà, il y a beaucoup de produits sur lesquels les consommateurs font des arbitrages parce que financièrement, avec toute la bonne volonté du monde, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Donc c'est un élément qui est très important. Et pourquoi je dis ça? Parce que l'essor de la réparabilité, ou en tout cas, elle passera aussi par cette dimension. On peut se dire instinctivement que quand on va réparer un produit, ça coûtera forcément moins cher que d'acheter un nouveau produit. Dans l'immense majorité des cas, c'est vrai, mais pas toujours. Si on prend par exemple du petit électroménager, sur des produits qui vont coûter 100, 200 ou 300 euros, la main-d'œuvre étant ce qu'elle est, ça peut très vite devenir dissuasif. Et acheter un produit neuf peut être rapidement plus intéressant sur le plan économique que d'essayer de faire réparer son produit. Donc c'est un élément qu'il faut vraiment avoir en tête parce qu'encore une fois, cette dimension économique, elle est éminemment stratégique pour qu'on puisse avoir un essor de la durabilité, qu'on ait des produits qui vivent et qui durent plus longtemps. Enfin, dernier point, Laetitia, vous évoquiez tout à l'heure en introduction la question de l'impact en quelque sorte de ces transformations sur l'emploi, sur l'économie d'une façon générale. C'est vraiment très difficile de faire de la prévision en la matière parce que c'est difficile de prévoir les transformations ou les vitesses avec laquelle les choses vont bouger. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que évidemment, il y a des gens qui vont perdre leur travail. C'est sûr et certain. Vous parliez tout à l'heure de la transformation, là aussi voulue par la Commission européenne, l'interdiction des moteurs thermiques à horizon 2035. On n'est pas tout à fait dans le même domaine, quoique. Évidemment, les gens qui travaillent dans des usines aujourd'hui qui fabriquent des pièces pour moteurs thermiques vont perdre leur emploi. C'est sûr, parce qu'on ne transforme pas des ouvriers qui travaillent dans des usines en ingénieurs électroniciens qui vont fabriquer des batteries pour voitures. Souvent, ces petites usines sont situées dans des endroits où il y a des taux de chômage qui sont très élevés. Et qu'il y a peu d'emplois sur ces bassins-là. En France, par exemple, on a beaucoup d'exemples comme ça. Et que malheureusement, quelquefois, il y a monsieur et madame qui travaillent dans la même usine. Et que du jour au lendemain, quand ça s'arrête, sur le plan social, c'est d'une violence inimaginable. Donc ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire que la vitesse de transformation, il y a aussi cet élément-là à prendre en compte, c'est l'impact économique et social des décisions qui sont prises. Après, ce sera aussi créateur d'emplois. Je reste dans le domaine de l'industrie automobile parce qu'elle sera touchée par ça. On voit qu'aujourd'hui, vous avez des constructeurs et des distributeurs qui sont en train de travailler à des sites de production, enfin des sites qui permettront de reconditionner les très vieux véhicules qui aujourd'hui n'intéressent personne. C'est-à-dire que des véhicules de 15 ans auront une valeur sur le marché qui deviendra très importante parce qu'ils repasseront dans des usines de reconditionnement. On vérifiera les principaux équipements de sécurité, freins, etc. Et ce sont des voitures dont la durée de vie va s'allonger. Alors sur le plan environnemental, évidemment, ça consomme moins de ressources que de fabriquer une voiture neuve, donc on est exactement dans l'objectif. Il y a quand même quelques externalités négatives sur le plan environnemental, c'est que ce sont des voitures qui polluent plus parce qu'elles ont des moteurs qui sont plus anciens. Donc c'est jamais tout blanc ou tout noir, il y a toujours des choses qui sont pas des conséquences positives. Mais néanmoins, on voit bien que la durabilité, enfin la durée de vie des voitures va augmenter dans le temps et ça préservera certainement les ressources. Le marché du neuf, qui recule beaucoup, à mon avis, va continuer à être sous tension, je vais le dire comme ça, parce que le parc roulant, il est déjà très important. En France, on a 40 millions de voitures qui roulent tous les jours. C'est déjà énorme. Donc, si on peut faire vivre ces voitures plus longtemps, évidemment, c'est autant de matières premières qu'on ira chercher dans l'environnement en moins, tout simplement. Merci beaucoup. Je pense que c'était vraiment passionnant parce qu'on ne peut pas en effet parler de ces enjeux d'allongement de la durée de vie des produits qui ont un impact écologique majeur sans parler de l'aspect social. À Hop, on est vraiment à la croisée des chemins entre la défense du consommateur et de l'environnement. C'est un sujet qui fédère pour ça aussi. Et c'est essentiel
de prendre en compte le consommateur dans sa complexité, dans un contexte économique et dans l'accessibilité, la démocratisation, sans quoi on ne pourra pas avoir non plus un essor aussi important que ce qu'on aimerait sur ces sujets-là. Donc on peut se réjouir de l'accélération que vous avez soulignée et qu'on a tous souligné depuis quelques années. Peut-être que Hop, qui a commencé depuis 2015, n'y est pas pour rien, en tout cas je l'espère. Et puis cette économie locale qui doit s'adjoindre à l'économie circulaire pour que personne ne soit pénalisé et que ces créations d'emplois dans la réparation, par exemple, puissent bénéficier dans les territoires, y compris ruraux, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Mais ce que je voudrais maintenant, c'est vous entendre aussi, vous. N'hésitez pas à poser quelques questions, je vais en prendre plusieurs et puis on pourra y répondre avec nos intervenants avant de passer à la prochaine intervention. Alors, je passe un micro à Pablo. Ouais. Voilà, si tu veux bien. Là, il y a une dame qui a levé la main au troisième rang. Je vais en prendre plusieurs, donc n'hésitez pas à lever la main. Voilà. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions extrêmement passionnantes. Je vais mettre un petit pavé dans la mare, mais ne le voyez pas mal, c'est juste pour vous faire réagir. Nous sommes à quelques jours du Black Friday, ou pour dire quasiment bientôt. Nous avons aussi les fêtes de fin d'année. Vous ne m'entendez pas du tout? Il faut mettre sur le menton, comme ça. Voilà. D'accord. Et parler fort. C'est mieux? Plus fort. Non, mais ça va aller, allez-y. Mais moi, je vais répéter la question, pas de problème. Alors, je recommence. Ouais, c'est bon, là? C'est bon, là? Ouais. Donc, je vous remercie pour vos interventions passionnantes et je voulais vous poser une question en mettant un petit peu un pavé dans la mare, mais avec une volonté vraiment bienveillante. C'est que nous sommes à quelques jours du Black Friday, donc une surconsommation intensive pour les cadeaux de fête de fin d'année. Quelle est votre vision par rapport à cette dimension-là? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aujourd'hui par rapport à cette dimension de surconsommation qui est une publicité extrêmement intensive, pour faire référence à vos propos, Monsieur Libaert, donc une publicité intensive sur la consommation du Black Friday et à la fois cette volonté d'accélération que vous avez évoquée sur la durabilité et le fait que le consommateur soit de plus en plus informé et acteur du changement de comportement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Cette question de la publicité du Black Friday, j'en profite le temps que... Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? N'hésitez pas. Là-bas, il y a une main levée. C'est bien, les femmes prennent la parole. Je vous y encourage. Sachez d'ailleurs qu'il y a le Green Friday en opposition au Black Friday, dont l'association Hop d'ailleurs est bénéficiaire. Donc les entreprises peuvent s'engager dans le Green Friday et reverser une partie des montants de leur vente de ce jour à une association. Donc celles qui ne sont pas encore dedans, n'hésitez pas à vous rapprocher de ce mouvement Green Friday, parce qu'il est encore temps, d'ici quelques jours, d'y adhérer. Alors n'hésitez pas à mettre le micro bien sur le menton et à parler fort. Bonjour, ouais. Vous m'entendez? Oui. Alors merci à tous déjà pour toutes et tous, pour vos interventions. Moi j'ai à la fois une interrogation et personnelle et une vraie question. Déjà, je voudrais insister sur le côté des multicibles très compliqués aujourd'hui, surtout dans le contexte économique qu'on vit. Et ma question est relative à ça. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, avec cette idée de massifier les propos sur la réparabilité, il n'y a pas un enjeu aussi sur... la cible réelle à qui il faut s'adresser aujourd'hui? Je pense qu'on est quand même sur un public très parisien qui est très au fait de ce genre de sujet. Moi, là-bas, j'ai habité très longtemps en banlieue. Ce genre de sujet, c'était quelque chose, la réparabilité notamment, c'était quelque chose qu'on connaissait parce qu'on n'avait pas le choix. On était on n'avait pas le choix de réparer, on a dû apprendre. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui savent réparer, mais ce n'est pas forcément les gens qu'on voit en premier lieu. Est-ce qu'on ne pourrait pas aujourd'hui réfléchir à une façon de les faire devenir ambassadeurs de la réparabilité à plus grande échelle, justement parce qu'on est sur des territoires qui sont soit ruraux, soit de deuxième, troisième ou quatrième couronne. Je pense qu'aujourd'hui, quand on se déplace et qu'on voit énormément de conférences ou d'événements super comme celui qui a lieu aujourd'hui, moi j'ai un peu l'impression qu'on n'est pas sur un multi-cible réel qui est vraiment déterminant pour avoir une action à échelle nationale, ni sur des zones qui sont pas
justement extra-urbaines. Donc ma question c'est, est-ce que la réparabilité aujourd'hui ne doit pas un peu se déplacer sur d'autres territoires dans lesquels elle a déjà lieu depuis toujours ? Merci beaucoup pour cette question. Est-ce qu'il y a encore une autre ? Oui, je vois deux mains levées. On va prendre les deux et puis faire un petit tour de réponse. Oui, bonjour, c'est Christina de la coalition Right to Repair Europe, dont Hop fait partie. Donc, ravie d'entendre aussi Madame l'eurodéputée Sarah dénoncer qu'à niveau européen, l'indice de réparabilité est un peu handicapé pour l'instant, sans les prix des pièces de réchange. Donc, en représentant la coalition européenne, on voit vraiment beaucoup de mouvements très, très positifs en France. Comment peut-on essayer d'amener ce niveau d'ambition aussi à un niveau européen ? Comment peut-on essayer de motiver même peut-être le gouvernement français à aller voir les autres États membres qui hésitent encore et qui traînent des pieds et qui bloquent l'ambition européenne? Comment pouvons travailler ensemble dans ce sens? Merci. Merci. Alors Pablo, j'ai vu un jeune homme là et puis Karine voilà, sur le côté. Oui, bonjour. Donc moi, j'ai une expérience d'industrialisation dans des produits durables et réparables et j'ai une question sur les labels et les normes. La complexité aujourd'hui à obtenir des certifications européennes quand on veut produire des produits durables. Donc l'exemple que j'ai, qui est un exemple rapide, sur de l'électroménager, sur une bouilloire, le système de chauffe devait être soudé pour obtenir la norme CE parce que c'était un élément de sécurité, sauf qu'à partir du moment où c'était soudé, c'était plus réparable puisque plus changeable. Et ça, c'est un vrai frein dans l'éco-conception de produits réparables. Merci. Alors, dernière prise de parole là au milieu, et puis on va faire les réponses. Bonjour à tous. Déjà, j'aimerais remercier tous les intervenants parce que tout ce que vous avez dit, c'était hyper intéressant. Moi, je souhaite juste parler en tant que simple consommateur à propos de l'indice de réparabilité. On en a beaucoup parlé ce matin. Moi, je souhaiterais vous faire part d'une interrogation. C'est que c'est un score entre 0 et 10. Et le problème, c'est que moi, je trouve que la classification de l'indice de réparabilité est un peu spéciale. Je m'explique. Je suis allé voir sur le site de Darty le dernier smartphone de Samsung, le Galaxy S21. Il est classé 8,2 sur 10. Donc il est vert, c'est plutôt un bon score qui indiquerait que ce Samsung est plutôt au bon niveau de la réparabilité. Jusque-là, ça va. Sauf que si on va voir sur une autre marque qui est la marque Fairphone, alors pour ceux qui ne connaissent pas Fairphone, c'est une marque qui a été lancée pour créer le premier smartphone réparable. C'est vraiment le but de la marque, de créer un smartphone réparable. Celui-ci est classé 8,7 sur 10. Le Samsung 8,4, le Fairphone 8,7. Donc il y a un truc que je ne comprends pas. Merci, oui. Sachez que l'association Hop a publié un rapport pour essayer de voir si les indices étaient fiables. Et globalement, on a indiqué que c'était un bon indice, mais qu'il y avait des marges de manœuvre pour justement fiabiliser, éviter qu'il y ait des interprétations différentes pour des fabricants pour noter leurs produits. Il y en a qui sont plus exigeants avec eux-mêmes et d'autres plus sympathiques avec eux-mêmes. Et ça crée des écarts, parfois par rapport à une interprétation de la loi qui n'est pas suffisamment claire. Et donc, le gouvernement a entendu nos demandes et normalement on va les mettre en vigueur si ce n'est déjà fait dans les prochains mois. Donc très, très bonne remarque, merci. Donc je répète les questions. Le Black Friday, la publicité, peut-être pour Thierry et Flavien. Le savoir populaire de la réparation, notamment en dehors des villes. Alors sachez quand même que Hop est une association nationale qu'on fédère 60 000 personnes dans tout le territoire, et y compris au-delà francophone. Et on fait, avant le Covid, on faisait jusqu'à 60 conférences, parfois dans des bleds paumés. Donc vraiment, on essaye de pas du tout être parisiano-centré, mais c'est sûr que ça intéresse souvent plus dans les grandes villes. Donc il ne faut pas que ce soit un sujet de bobo, parce qu'au contraire, la réparation, c'est un sujet très populaire et c'est un sujet très intéressant. Donc on pourra aussi vous entendre là-dessus.
Sur l'indice réparation, Baptiste et Sarah, comment est-ce qu'on peut relever l'ambition qui est française, qui est pionnière, mais comment est-ce qu'on peut vraiment au niveau européen avoir un même niveau d'exigence? Les labels, les normes, est-ce que c'est pas trop compliqué et comment est-ce qu'un acteur industriel peut s'en sortir avec tout ça? Et puis, comment faire pour que l'indice soit bien appliqué? Mais là, on compte surtout sur la DGCCRF, le gouvernement et les associations, je pense, comme nous, pour mettre la barre plus haut. Mais Baptiste pourra aussi peut-être y revenir. Alors, je vous laisse intervenir chacun de manière synthétique pour conclure cette table ronde et répondre à ces questions. Merci beaucoup. On commence par le Black Friday. Je vais aller très vite sur le Black Friday, parce que les autres questions, je ne peux pas y répondre. Je vais être un peu contrariant ou un peu... D'abord, madame, sur la surconsommation, quand on regarde les chiffres de la consommation en France, les dépenses de consommation des ménages, elles sont stables en fait. Il n'y a pas d'envolée de surconsommation. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est quand on regarde certains indicateurs, même quand on va un peu au-delà, on voit même qu'il y a plutôt un effondrement de certains produits. Par exemple, je parlais tout à l'heure de l'industrie automobile. Dans les années 90, on vendait 1 500 000 voitures par an aux particuliers en France. Cette année, on va en vendre 600 000. Les gens n'en achètent plus. Quand on regarde les ventes de téléviseurs, je regardais ça tout à l'heure en arrivant, elles s'effondrent. Les ventes d'ordinateurs aussi. Donc on n'est pas dans cette logique de surconsommation. Deuxième élément, les consommateurs sont responsables. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils vont voir une publicité ou parce qu'ils vont voir Black Friday qu'ils vont se précipiter en se disant « il me faut un 8e téléviseur, je ne peux pas résister à la publicité, c'est impossible, je suis complètement irresponsable, je ne peux pas maîtriser mes pulsions ». Ça peut arriver à la marge. Des gens qui sont dans une consommation comme ça, effrénée parce qu'ils n'arrivent pas à se maîtriser, mais honnêtement, c'est tout à fait marginal. Enfin, dernier point, pour être très bref, dans la notion de consommation, effectivement, ça a été dit, il y a la notion de plaisir qui apparaît. Alors l'imaginaire, il faut lutter contre ça. Moi, je ne sais pas s'il faut lutter contre ça. Quelqu'un qui va acheter un téléviseur pour se faire plaisir parce qu'il est fan de foot, une Coupe du Monde qui fait polémique en ce moment, et qui va vraiment se faire plaisir. On peut trouver ça ridicule, grotesque, dépassé, c'est le monde d'avant, etc. Moi, je pense, je ne porte pas de jugement sur ce que fait cette personne. Moi, je suis qui pour porter un jugement sur la façon de se faire plaisir? Rien, personne, chacun fait ce qu'il veut. Ce que je dis simplement, c'est que si on veut favoriser l'essor de l'économie circulaire, il ne faut pas tomber dans un registre triste et culpabilisant. Voilà. Quand les gens se font plaisir à leur façon, et après tout, chacun se fait plaisir comme il veut, je crois qu'il ne faut pas chercher à dévaloriser systématiquement ou à culpabiliser les gens, parce que c'est le meilleur moyen de générer des réactions qui, justement, iront à l'encontre de tout ça. Et on voit bien quelquefois dans le débat public, quand il y a des sujets qui arrivent au cœur de l'actualité, ça peut susciter des réactions assez fortes de gens qui en ont un peu marre qu'on les culpabilise sur leur façon de vivre. Les choses bougent, peut-être pas assez vite, je trouve qu'elles bougent vite, il faut faire attention aux messages qu'on envoie. Sinon, d'ailleurs, ça suscite des réactions qui peuvent être très négatives. Merci. Peut-être, oui, je ne sais pas si tu veux réagir sur la publicité. Oui, alors, deux, trois points. Sur Black Friday, c'est toujours délicat parce qu'il y a une condamnation de principe. Mais il faut aussi prendre en compte l'aspect social, c'est-à-dire toutes les personnes qui attendent la période des soldes ou du Black Friday. C'est important dans les sujets consommation-environnement d'avoir aussi ce côté du nombre de personnes qui font leurs courses à l'euro près. Ce qui me dérangerait avec le Black Friday, la loi anti-gaspillage l'avait dit. Le gros débat sur la publicité, il a commencé justement avec des publicités qui incitaient au gaspillage. Le déclic, c'était une publicité en janvier 2018 de Cdiscount. La publicité, c'était « Vous avez déjà un téléviseur, ce serait tellement mieux si vous en achetiez un autre. Vous avez déjà, mais voilà, ce serait quand même mieux. » C'est-à-dire là, on était vraiment dans l'incitation au gaspillage. Donc, moi, ce que je condamne, c'est vraiment toute cette tendance de la publicité à faire en sorte que, même si vous avez déjà tout ce qu'il faut, racheter, etc. Donc, le Black Friday, sur le principe, pas de condamnation personnelle. Moi-même, l'an dernier, moi qui suis contre le Black Friday, j'ai profité pour m'acheter une enceinte qui était moitié prix, donc je prends en compte mes propres contradictions. Sur la réparabilité, il y a eu plusieurs questions. La première, c'est que on doit considérer que la tendance à la réparabilité, c'est aussi intéressant
En termes d'emploi, il y a 15% des métiers de la réparation qui ont disparu en France entre 2000 et 2015. C'est considérable, 15% entre 2000 et 2015, simplement parce que les gens faisaient de moins en moins réparer. Prendre en compte aussi le fait que c'est aussi parfois moins réparable, simplement parce que votre réfrigérateur, c'est maintenant, il est connecté, il y a plein d'électronique dedans, etc. Donc c'est dire que le métier même de la réparation s'est transformé. Prendre en compte toujours, enfin se regarder dans la glace, prendre en compte notre propre comportement, c'est-à-dire on fait de moins en moins réparer, mais aussi il y a cette même idée de quelle est ma propre responsabilité par rapport aux produits et à ma tendance à faire réparer. Ce qu'on a constaté chez beaucoup de distributeurs qu'on a pu interroger, c'est qu'en fait, la personne considérait qu'un produit qui est moins performant est considéré comme étant en panne. Mon smartphone va un peu moins vite, mon ordinateur va un peu moins vite, je considère que je dois en acheter, je dois en acheter un autre. Plus une tendance là aussi sociologique qui est importante, c'est le fait de prendre moins soin de ces objets. Moi, je l'avais vu, j'avais discuté justement avec des gens de Fnac Darty qui disaient la moitié des aspirateurs qui nous sont présentés comme étant en panne, c'est simplement un défaut d'entretien. Donc, il y a un ensemble de ces points importants. Considérer que globalement, en tout cas, c'est un sujet sur lequel il faut y aller. On y va à tâtons. Enfin, on l'a dit depuis tout à l'heure, c'est encore pas très clair sur comment aller sur cet indice de réparabilité. Chapeau, en tout cas, la France a vraiment été à l'initiative de ce sujet-là. Et puis peut-être juste un point sur les labels. Moi, ce que j'ai vu dans les labels, c'est en tout cas simplement une tendance à mettre de l'ordre, parce que là, c'est juste un peu n'importe quoi. Donc, en tout cas, il y a ce point précis qui est pris en compte. Et puis, dans les choses qui sont un peu émergentes, c'est dans cette idée de faire des labels. Par exemple, là, on le voit avec le Nutri-Score. Il y a, par exemple, dans le numéro du magazine Challenge de cette semaine, vous avez un article qui est vraiment très très bien fait, que je conseille, sur les dérives du Nutri-Score. Et on voit que pour avoir la petite étiquette verte, en fait, il y a beaucoup d'industriels qui vont faire de la transformation de leurs produits avec vraisemblablement un impact sur la santé pas négligeable et forcément pas très bien, mais simplement dans cette idée d'obtenir quasiment à tout prix un label. On le voit aussi dans la publicité automobile avec là aussi essayer d'avoir l'étiquette verte. Donc voilà, simplement méfiance envers cette tendance à forcément avoir un écolabel. Très bien, merci. Alors, de manière synthétique, parce qu'on a déjà dépassé le temps, Sarah, Baptiste, sur les dernières choses qu'on n'aurait pas abordées. Non, juste sur le Black Friday, oui, il y a des autres initiatives comme le Green Friday qui sont super, mais allez, ça reste un peu marginal, je pense, dans l'entièreté de la marché. Je pense que ça dépend vraiment du secteur ou de produits. Parce que, oui, par exemple, si c'est la question de fast fashion, et si ça, c'est vraiment l'idée de faire des courses, de faire des vêtements, même pour un prix qui est vraiment insupportable, parce que c'est clair que ça veut dire dans les conditions de travail peut-être ou de la construction, ça peut jamais être dans une bonne qualité. C'est une autre chose si pour des gens, grâce à Black Friday, c'est peut-être possible d'acheter un produit comme un frigo ou quelque chose de qualité. Donc, allez, ce n'est pas une question de culpabiliser, je trouve, le consommateur. C'est à nous, comme politiciens, de vraiment être sûr qu'il y a une change dans le marché, que les produits qui sont dans le marché sont de bonne qualité et qui sont produits d'une manière respectueuse sur les conditions sociales et environnementales. Et allez, c'est un peu la même discussion sur les labels.
Malheureusement, maintenant, c'est nécessaire parce qu'il y a beaucoup de produits sur le marché qui ne sont pas respectueux de tout ça. Et allez, il y a, comme mon collègue a dit, beaucoup de consommateurs qui sont susceptibles, qui veulent acheter des trucs vraiment durables. Et pour ça, c'est malheureusement toujours nécessaire d'avoir des labels. Et c'est clair que c'est nécessaire que les labels sont checkés. Donc, que ce ne sont pas des labels juste de l'industrie lui-même, mais vraiment avec une life cycle analysis, avec des données concrètes. Mais bon, l'idée à la fin, que c'est plus nécessaire d'avoir des labels vraiment et que tous les produits sont bons dans le marché. Et finalement, sur l'indice de réparabilité, c'est un peu comme j'ai dit, c'est vraiment nécessaire d'avoir des frontrunners, vraiment des exemples bons dans quelques États membres. Et si nous avons ça, comme à la France et à la Belgique dans quelques mois, ça peut vraiment aider pour convaincre les autres États membres que ça peut marcher et que ça a une qualité qui peut vraiment changer tous. Donc, un coalition of the billing, ça peut marcher, ça peut avoir vraiment une force, je trouve, politique à l'échelle européenne. Merci beaucoup. Pour le mot de la fin, Baptiste. Juste un mot sur le public cible. La question là, qui me paraît extrêmement importante sur ces savoir-faire qui existent dans d'autres territoires et qui ne sont pas forcément valorisés à leur juste valeur. Je crois que ce qu'on appelle ici, nous, la consommation circulaire, consommation responsable, dans plein d'autres territoires, c'est juste le système D. Et je pense qu'il ne faut pas opposer les deux camps, entre guillemets. Je pense que c'est important qu'on travaille sur les imaginaires. On a parlé de la publicité, de rendre désirable cette consommation qui était encore alternative il y a 10 ans. Le fait de rendre cool, de porter des vêtements de seconde main, je pense que c'est important et qu'on le travaille au centre-ville. Et puis c'est surtout important qu'on mette les moyens pour mieux structurer ce système D sur des territoires où, oui, il y a des trésors de savoir-faire. Et je pense qu'il y a toute l'intention aussi le fonds réparation dont on a parlé ce matin, d'apporter des moyens assez massifs pour industrialiser la réparation. Et je pense que c'est très important pour ces quartiers dont vous parliez, de montrer qu'ils peuvent être des acteurs de la transition. C'est eux qui vont apporter, grâce à leur savoir-faire, des services de durabilité aux bobos de centre-ville et tirer de la valeur de cette révolution. Merci beaucoup pour ces interventions, merci beaucoup pour vos questions. Et comptez sur nous pour relever le niveau d'ambition à la fois en France et en Europe avec le Right to Repair et tous ensemble. Merci encore et j'appelle maintenant Franck Aguerri pour la prochaine intervention.